Écoutons un extrait des Mémoires d'Espoir, premier tome, Le Renouveau 1958 à 1962, du général de Gaulle, sorti aux éditions Plomb, 1970, les pages 267 à 271. Kennedy à Paris, le 31 mai 1961. Le 31 mai 1961, il arrive à Paris, débordant de dynamisme, entouré par une atmosphère de vive curiosité, formant avec son épouse brillante et cultivée un couple rempli de charme. De la part du public, l'accueil est sympathique au plus haut degré. Les réceptions officielles offertes dans la capitale et au palais de Versailles revêtent le plus grand éclat. Mais l'essentiel est, évidemment, la série des entretiens du président, secondés par Dean Rusk et Gavin, avec moi-même, qu'accompagnent Debré, Couve de Murville et Alphand. Il en ressort que l'attitude des États-Unis à l'égard de la France a décidément bien changé. Il est déjà loin le temps où, amitié traditionnelle mise à part, Washington s'en tenait à considérer Paris comme l'un quelconque de ses protégés, avec lequel on ne traitait, ainsi qu'on faisait pour les autres, qu'au sein d'organismes collectifs, OTAN, OTAS, ONU, OCDE, FMI, etc. Maintenant, les Américains ont pris leur parti de notre indépendance et ont affaire à nous directement et spécialement. Mais ils n'imaginent pas pour autant que leur action cesse d'être prépondérante et que la nôtre puisse s'en séparer. En somme, ce que Kennedy me propose dans chaque cas, c'est de recevoir une part dans ces entreprises. Ce qu'il m'entend lui répondre, c'est que Paris est assurément très disposé à une concertation étroite avec Washington, mais que ce que fait la France, elle le fait de son propre chef. Comme le président revient sur l'affaire du Congo, ou le secrétaire général de l'ONU, Dag Hammarskjöld, sur l'impulsion de l'Amérique, suscite lui-même un gouvernement au lieu et place de celui de Patrice Lumumba, je décline toute participation à l'opération en cours. Mais c'est surtout au sujet de l'Indochine que je marque à Kennedy combien nos politiques divergent. Il ne me cache pas en effet que les États-Unis se préparent à intervenir. Au Siam, ils implantent des bases aériennes grâce à l'influence quasi exclusive qu'ils exercent sur le gouvernement du maréchal Sarit. Au Laos, dont cependant la neutralité va être réaffirmée par une conférence à Genève, ils introduisent leurs conseillers militaires, en liant partie avec des chefs locaux malgré les réticences du prince Suvarnabhuma et du parti des neutralistes. Au Sud-Vietnam, après avoir poussé à la prise du pouvoir dictatorial par Ngo Dinh Diem et au départ des conseillers français, ils commencent à mettre en place, sous prétexte d'assistance, les premiers éléments d'un corps expéditionnaire. John Kennedy me fait comprendre que l'affaire va se développer en vue d'établir dans la péninsule indochinoise un môle de résistance aux soviets. Mais, au lieu de lui donner l'avis favorable qu'il souhaite, je déclare au président qu'il s'engage sur une mauvaise voie. Pour vous, lui dis-je, l'intervention dans cette région sera un engrenage sans fin. À partir du moment où des nations se sont éveillées, aucune autorité étrangère, quels que soient ses moyens, n'a de chance de s'y imposer. Vous allez vous en apercevoir, car si vous trouvez sur place des gouvernants qui, par intérêt, consentent à vous obéir, les peuples, eux, n'y consentent pas, et d'ailleurs ne vous appellent pas. L'idéologie que vous invoquez n'y changera rien. Bien plus, les masses la confondront avec votre volonté de puissance. C'est pourquoi, plus vous vous engagerez là-bas contre le communisme, plus les communistes y apparaîtront comme les champions de l'indépendance nationale. Plus ils recevront de concours et, d'abord, celui du désespoir. Nous, Français, en avons fait l'expérience. Vous, les Américains, avez voulu, hier, prendre notre place en Indochine. Vous voulez maintenant y prendre notre suite pour rallumer une guerre que nous avons terminée. Je vous prédis que vous irez vous enlisant, pas à pas, dans un bourbier militaire et politique sans fond, malgré les pertes et les dépenses que vous pourrez y prodiguer. Ce que vous, nous et d'autres devons faire dans cette malheureuse Asie,
ce n'est pas de nous substituer aux États sur leur propre sol, mais c'est de leur fournir de quoi sortir de la misère et de l'humiliation qui sont, là comme ailleurs, les causes des régimes totalitaires. Je vous le dis au nom de notre Occident. » Kennedy m'écoute, mais l'événement fera voir que je ne l'ai pas convaincu. Par contre, il a adopté, pour ce qui est de l'Amérique latine, une doctrine qui semble se rapprocher de celle que je lui expose. Il m'indique quelle importance son gouvernement attache à un projet d'alliance conclu sous le signe du progrès et en vertu de laquelle les États-Unis prêteraient massivement leur concours au développement des autres pays du Nouveau Monde. Toutefois, conscient de l'inconvénient que présente ce quasi-monopole, des abus et des contre-coups qui pourraient en résulter, il insiste pour que l'Europe et, en particulier la France, fassent sentir davantage, dans le centre et dans le sud du continent américain, leur influence et leur activité. Il me demande même de faire en sorte que le marché commun envoie des observateurs à la prochaine conférence interaméricaine, qui aura lieu à Punta del Este. Je complimente le président sur une orientation aussi peu conforme aux principes exclusifs de Monroe et lui annonce que mon intention est en effet de multiplier les liens déjà existants entre la France et les États latins d'outre-Atlantique. D'autre part, je lui rappelle quelle est la position de Paris dans le débat mondial en cours sur le commerce international. Mon gouvernement préconise que les matières premières et les produits tropicaux qu'exportent beaucoup de régions en voie de développement, notamment l'Amérique latine, et qui leur permettent d'acheter les équipements dont elles ont besoin, voient leur prix stabilisé d'office et à un niveau suffisant au lieu d'être constamment mis en cause par une abusive spéculation. Mais, sur ce sujet, qui touche de près des intérêts d'affaires aux États-Unis, John Kennedy ne semble pas porté à prendre une route nouvelle. Ce qui lui tient à cœur par-dessus tout, c'est la situation dominante de son pays dans la défense de l'Occident. Il s'ingénie à chercher le moyen de la maintenir sans paraître aller à l'encontre de l'indépendance française. À propos de l'emploi éventuel des armes atomiques, il affirme que l'Amérique y recourrait certainement plutôt que de laisser l'Europe de l'Ouest tomber aux mains des Soviets. Mais, sur mes questions précises, il ne peut m'indiquer ni à quel moment, ni à partir de quelle ligne atteinte par l'invasion, ni sur quels objectifs, lointains ou proches, stratégiques ou tactiques, situés ou non en Russie même, les projectiles seraient effectivement lancés. Je n'en suis pas surpris, lui dis-je. Le général Norstad, commandant en chef allié, que j'estime au plus haut point et qui me marque une grande confiance, n'a jamais pu me fixer sur ces points, essentiels pour mon pays. D'autre part, le président, dans son désir d'éviter que la France se fabrique des bombes, propose d'attribuer à l'OTAN des sous-marins armés de fusées Polaris, engins atomiques nouveaux et portant loin, ce qui, suivant lui, assurerait une dissuasion proprement européenne. L'ayant entendu, je ne puis que lui confirmer la volonté de la France de devenir une puissance nucléaire. C'est pour elle le seul moyen de faire en sorte que quiconque ne puisse tenter de la tuer sans risquer la mort. Quant aux sous-marins Polaris, le fait que l'OTAN en recevrait quelques-uns ne serait qu'un transfert opéré d'un commandement américain à un autre et qui laisserait le déclenchement des fusées à la décision du seul président des États-Unis. John Kennedy se montre assez anxieux de ce qui va se passer entre lui et Nikita Khrouchtchev. En allant à Vienne, m'indique-t-il, je ne veux que lui faire une bonne manière, prendre contact et échanger des vues. Cette réserve me paraît sage. Je le dis au président en ajoutant « Puisqu'on ne se bat pas et que la guerre froide coûte très cher, l'avenir peut être la paix. Mais on ne saurait l'organiser que moyennant une détente générale et prolongée. Or, celle-ci exige l'équilibre. Ce qui viendrait à le rompre et, d'abord, pour ce qui est de l'Allemagne, risquerait de faire rouler l'univers au pire danger. Aussi, quand demain Khrouchtchev vous sommera de changer le statut de Berlin, c'est-à-dire de lui livrer la ville, tenez bon, c'est le meilleur service que vous puissiez rendre au monde entier, Russie comprise. Kennedy quitte Paris. J'ai eu affaire à un homme que sa valeur, son âge,
sa juste ambition, charge de vastes espoirs. Il m'a semblé être sur le point de prendre son essor pour monter haut, comme un oiseau de grande envergure bat des ailes à l'appel des cimes. De son côté, rentré à Washington, il dira le 6 juin dans un discours à la nation américaine « J'ai trouvé dans le général de Gaulle un conseiller avisé pour l'avenir et un guide éclairé pour l'histoire qu'il a contribué à faire. Je ne pourrais avoir une confiance plus grande en qui que ce soit. » Nous étant l'un l'autre reconnus, nous continuons notre route, chacun portant son fardeau et marchant vers sa destinée.